Alors, bonjour et bienvenue au podcast, que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube ou que vous écoutiez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 98.3 FM. Patrick Lajeunesse au micro. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Jacques Ilion, initialement kiné-fasciathérapeute, aujourd'hui titulaire d'un doctorat en éducation, ainsi que Martin Léon, auteur, compositeur, interprète. Bonjour, messieurs. Salut, salut. Bonjour. Ça va bien? Bien. Oui, Nous, très bien, très bien. nous voilà Content d'être là. enfin. Nous voilà enfin. Martin, tu as eu une journée que ça a commencé déjà pas mal occupée? Ben oui, c'est important de dire aux auditeurs que ça fait. Je suis arrivé à 1 heure en retard à notre rendez-vous podcast présentement, mais C'est je suis super présent, je suis là. important. Mais je suis, mais je Parce suis que là. Jacques puis moi, là, on est tellement irrités, là. Ouais, je sais. Ça Mais paraît, non? ouais, je suis là, je suis présent. J'ai fait une journée un peu. J'arrive de canot camping depuis hier et j'avais des OK. meetings ce matin. Je suis en train de faire des arrangements puis de la correction de texte avec un chanteur québécois. Et puis, Oui, on je travaille sais. ensemble. Oui, Puis, oui, oui. fait que, il a fini plus tard, puis voilà. Puis j'ai eu des problèmes de connexion pour me connecter à vous, là, je sais pas trop. Fait que, mais je suis On content a-tu le d'être droit, ici. on a-tu le droit de dire c'est qui, avec qui tu travaillais ce matin? Ben oui, je travaille avec Vincent Vallière. Uh-huh. Alors, Vincent, il sort un prochain disque bientôt. Et puis, je revise il m'a invité à lire ses textes, à donner une opinion, un feedback. Il m'a même dit écrire avec moi si tu as envie des lignes, des Uh-huh. nouvelles lignes. Et puis aussi faire de la direction artistique un peu sur les arrangements, les orchestrations de ses chansons pour son prochain album. Fait qu'on travaille ensemble là-dessus. Puis, Wow. ouais, c'est ça. Puis j'aime beaucoup ça. Puis j'aime aussi Vincent. Lui, en tant que tel, je trouve que c'est un bon gars. Ouais, ouais, J'aime travailler avec des gens qui me touchent dans le cœur. ouais, Uh-huh. Puis ouais, j'aime pas travailler avec les gens qui sont juste dans la tête. ouais, Ils parlent des choses plutôt que d'être avec elles. ouais, On parle pas de choses, Vincent et moi, beaucoup. On est avec ce qui se passe. ouais, On est avec la chose. Voilà. ouais. Puis fait que c'est une journée comme ça aujourd'hui, puis je le retrouve encore plus tard tantôt. OK, Fait que, OK, OK. ouais. Fait que j'espère que vous n'êtes pas trop loin un de l'autre physiquement, je veux Ouais, dire, là. il est à Magog, puis je sais comment ça marche, Zoom. C'est juste que j'ai pas été capable de te le démontrer au début. OK, t'es pas allé le voir à Magog, là. Non, on est Ah, en OK, Zoom, là. Ouais, OK, c'est ça. OK, OK, Ouais. OK. Parfait. Puis toi, Ouais. Jacques, comment t'as démarré ta journée d'aujourd'hui? Moi, je suis dans une période je prolonge mon confinement, là, je pense. Mhm. J'ai aimé ça, puis je suis dans un rythme assez lent, là. Euh, donc, je bricole. Je suis en train de virer un peu québécois, moi aussi, là. Comment je dirais ça? Je bagosse dans mon atelier, là. C'est ça. Ça, j'ai du fun à faire ça aussi. Donc, c'est une journée Ouais, assez tranquille. ouais. C'est drôle que tu dises ça. Moi, je prolonge mon confinement. C'est pas un discours qu'on entend, tu sais, régulièrement, là, tu sais. J'aime ça, puis je suis bien là-dedans, puis puis j'ai tendance à avoir un peu la même posture présentement. Je trouve que c'est un rythme. Mon rythme a changé vraiment, vraiment là, depuis plusieurs mois. Puis je dirais pas juste dans le temps, mais on dirait même dans le corps. Tu sais, il y a quelque chose dans le corps qui prend une posture différente puis un rythme différent qui me convient de façon naturelle beaucoup plus que le rythme que je pouvais avoir avant. Tu sais. Ce que j'ai trouvé intéressant avec cette histoire de confinement, c'est que, en fait, dans les faits, ça changeait pas tellement mon mode de vie parce que moi, je vis, Saint-Narcisse, c'est un petit village, puis j'ai 12 kilomètres de chemin de terre pour arriver chez moi. Je suis dans les bois, là, c'est vraiment. Puis c'est ça, je travaille beaucoup depuis la maison. C'est vrai que dans les faits, ça changeait pas tant de choses que Ouais, ouais, ça. ouais. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que quand il y avait le confinement, en fait, j'arrêtais de culpabiliser. Tu vois, C'est ça. j'avais un bon alibi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était une prise de conscience intéressante. Puis du coup, j'ai dit, bah, non, arrête de culpabiliser. Puis Mm, j'assume un peu plus mes choix de vie, là. Puis je suis mm, très bien comme ça. Ouais. mm, mm. En tout cas, vraiment, vraiment content de vous accueillir, messieurs. Puis c'est drôle parce que, tu sais, Jacques, moi, je l'ai connu brièvement dans une présentation à l'Université du Québec à Rimouski.
J'étais étudiant à ce moment-là, puis Jacques a fait une présentation, puis je trouvais sa présentation vraiment intéressante. Puis après ça, je lui ai écrit comme j'avais des questions académiques là, par rapport à sa présentation. Puis on a tranquillement, pas vite, gardé le lien comme ça. Puis à un moment donné, j'ai demandé ça te tente de participer au podcast. Puis il m'a dit oui. Puis la façon dont je fonctionne, c'est que je demande à une première personne que je connais un peu de participer. Puis je demande à cette personne-là, toi, qui aimerais-tu inviter? Tu sais, euh, puis choisis quelqu'un que tu admires, puis tu n'as pas besoin de te mettre de limites, là, dans le sens où peu importe c'est qui, là. Tu sais, fait que d'emblée, c'était drôle parce que Jacques m'a tout de suite répondu Martin Oh, Léon, tu sais, puis j'ai dit, ben, OK, wow, c'est spécial parce qu'on est loin de la recherche, là, puis, tu sais, parce qu'il faut savoir, c'est ça, Jacques est surtout dans le domaine de la recherche, tu sais, puis fait que là, je me demandais pourquoi, Jacques, t'avais pensé à Martin, tu sais, à ce moment-là, quand je t'ai posé la question. hmm. Euh, Martin, c'est quelqu'un que j'ai découvert, enfin, j'ai découvert sa musique euh, en arrivant au Québec. C'est ma blonde qui m'a offert Kiki Barbecue. Et là, j'ai tripé. Je dis, mais comment ça se fait que je le connais pas, lui? Pourquoi ne m'a-t-on jamais parlé de Martin Léon? Et en Hmm. France, j'avais jamais eu l'occasion de t'entendre. Ouais. Et moi, ça a été le coup de cœur. Donc, j'ai acheté les deux autres albums presque aussitôt. Et qu'est-ce que j'aime? J'aime l'orchestration. J'aime la façon d'arranger la musique. C'est comme tu sais, c'est comme tu regardes un film avec des vedettes dans les rôles principaux, mais tous les seconds rôles et tous les troisièmes rôles et tous les quatrièmes rôles, tout le monde est excellent. C'est Ah. c'est comme ça la musique de Martin. Ouais. Ce qui est en avant, les textes, la musique, c'est bon, mais tu as tout un tas de petits arrangements derrière. Mm, mm. C'est plein de surprises à chaque coin de rue. Alors, Mais il faut être j'ai musicien pour parler comme ça. T'es musicien, genre? pas du tout, Ah, ben, pas du tout. dis donc. Wow. Non. Ouais. Puis j'aime l'ambiance, quoi. J'aime l'ambiance, l'espèce comme moi j'appelle ça la poésie de l'ordinaire, là, la poésie du quotidien qui sort dans tes textes aussi. Fait que, et puis, j'ai eu l'occasion de te voir en spectacle à Rimouski. Ah Ah, oui. Ah Et oui, c'est vrai. Oui, oui, tu m'avais dit oui, ça. oui, oui. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la démarche du spectacle, où finalement, c'est pas juste un concert, c'est que tu présentes euh, comment, comment te sont venues ces pièces-là. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Et puis, c'est pareil, je trouvais qu'il y avait une espèce de poésie là-dedans aussi. Presque une philosophie de vie, finalement, ouais. qui, moi, ça me touchait, quoi. Je me suis dit, hey, ça, j'aime ça, cette manière de mener sa vie, puis de se laisser inspirer Mm. Ouais. à droite, à gauche. Puis ça, c'est ça, une rencontre, et pof, ça donne une chanson. J'ai Ouais. trouvé ça super. Ah. Ben, je Wow. suis touché d'entendre ça. C'était toute une soirée spéciale à Rimouski, je me rappelle notamment. Le diffuseur était vraiment, vraiment super sympathique. C'était une belle rencontre. Le public était vraiment à l'écoute. Belle gang à Rimouski. Ouais, Puis ouais. Patrick, juste le spectacle Les Atomes, je raconte un peu l'origine des chansons de l'album Les Atomes, qui ont pris naissance lors de différents voyages en Asie, OK, OK, OK. différentes rencontres. Puis là, je projette des bouts de films où je présente des gens que j'ai rencontrés, Ouais, des ouais. conversations qu'on a eues, qui ont fait naître un titre, une mélodie, le choix d'un instrument, un personnage dont le père est mort aussi pendant un de mes voyages, qui Oh. revient, puis de qui j'ai appris plusieurs leçons de vie, finalement, comme Jacques l'a dit, sur la mort. Enfin, la mort, c'est le passage de ce moment où tous nos atomes redeviennent autre chose. Tu sais. Mm. Alors, la mort existe, mais pas complètement. Et puis, il y a tout ça à travers le spectacle, puis de l'humour. En tout cas, je suis content que tu l'aies vu, Jacques. Ah oui, Wow. j'ai aimé Ouais. ça. Puis, Ouais.
Moi, j'aimerais connaître Jacques un peu plus aussi, parce que Jacques me l'a présenté, Patrick, comme un chercheur, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu l'as trouvé? Ouais. À partir du moment où on trouve, on n'est plus chercheur. Moi, je ne sais pas si je suis chercheur, en fait. OK. J'ai fait un doctorat en recherche, effectivement, mais je ne me considère pas spécifiquement, je ne suis pas très académique, en fait, Hmm. à part pour cet exercice de style qui est un doctorat. Là. Ça, c'est académique, mais finalement, moi, j'ai fait ce doctorat, je l'ai fait pour plusieurs raisons. Moi, j'anime des ateliers d'écriture, j'écris un peu aussi, puis c'est quelque chose que j'aime, puis j'aime faire écrire. Et, donc, je sentais bien que dans ma façon d'animer les ateliers d'écriture, il y avait quelque chose que je voyais pas, tu sais, des effets qui se passaient, puis qui étaient pas visibles, que j'identifiais pas, qui se passaient des choses qui échappaient à mon contrôle, à mon intention. Dans le Euh, processus d'écriture ou dans le processus de donner l'atelier? ben, un peu les deux. Hmm. Un peu les deux, c'est-à-dire, je voyais bien que dans certains ateliers, les gens, à la fin de l'atelier, avaient quelque chose qui était changé, Hmm. qui était différent. Mais comment ça s'était fait, cette chose-là, et qu'est-ce qui était changé? Euh, Parce que des fois, tu es là, tu es juste là, quoi. Puis tu fais écrire les gens, tu proposes une consigne d'écriture, tu les écoutes, tu fais juste une petite remarque, puis il se passe des choses. Hmm. Il se passe des choses. Et j'avais envie de dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Alors, ce doctorat, cette recherche, c'était un moyen finalement d'observer ma propre pratique, puis d'essayer de comprendre ce que je faisais finalement, d'un peu mieux savoir un peu mieux savoir ce que je fais quand j'anime les ateliers d'écriture comme ça. Et c'était un peu ça le motif. Mais maintenant que j'ai identifié des choses, etc., puis là, j'ai comme le goût de passer à autre chose, là, je pense que... Hmm, hmm. Puis avant que Martin arrive, on a eu quelques minutes, Jacques puis moi, pour échanger. Et puis, euh, je disais à Jacques, parce que je regardais son setup, entre guillemets, en arrière de lui, là, tu sais, sa pièce, puis tout en Ouais. bois, avec le petit poêle à bois, tu sais, puis il expliquait qu'il vivait vraiment à la campagne, puis là, je disais, ah, c'est vraiment ma cabane au Canada, tu sais, le stéréotype là, des Européens qui rêvent Puis Jacques, il me parlait de son rêve de venir au Québec, puis le lien qu'il y avait entre son rêve de venir au Québec puis ses études comme facteur de motivation, parce qu'il était, ou je sais pas si c'est encore sur le PEQ, le Programme d'études québécoises, là, que la CAQ, je crois, je ne veux pas faire trop de politique, mais que je crois que la CAQ voulait abolir là, dernièrement là, pour les étudiants étrangers. Et je me demandais, Jacques, si on recule un peu à justement qu'on retourne en France, d'où ça venait cet intérêt-là pour venir au Québec? Comment ça a commencé? Écoute, moi, quand j'étais gamin, je lisais énormément. Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, bah, c'est ça, je lisais euh, Oliver Curwood, là, tu sais, qui a écrit Cro-Blanc, etc. Des bouquins d'aventure qui se passent dans le Grand Nord, baie du Tson, etc. Et puis, j'avais eu un bouquin aussi de Grey Hall. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce gars-là, Grey Hall. En fait, il passait pour un Indien, mais enfin, c'était pas un Indien, en fait. C'était pas un autochtone du tout, c'était un Anglais. Mais il était habillé comme en cuir, etc. Puis, c'était un bouquin dans lequel il vit dans une cabane au bord d'une rivière, puis en fait, il devient ami avec des castors. Et moi, j'étais tout môme, tu sais, puis je lisais ça, je disais, waouh, je veux rencontrer ça, tu vois, je veux rencontrer ça. Hmm. Et ça, Ça étant quoi, excuse-moi de t'interrompre? la nature Ouais. québécoise, ce mode de vie dans la nature, Hmm. puis euh, ouais, il y a quelque chose ici dans la nature québécoise qui est particulièrement fort, Hmm. intense. Hmm.
Puis quand j'étais étudiant, c'est pareil, ça m'est resté. Puis ça a mis du temps à se concrétiser. Et en fait, c'est ça, j'ai fini par venir au Québec. Puis ça a été une rencontre à Magog, d'ailleurs, la première fois. Ça a été une rencontre assez intense. C'est comme la sensation de retrouver le fil de ta vie. Tu sais, il y a quelque chose qui s'emboîte, de retrouver ton chemin. Puis j'ai fini par venir ici au Québec, puis à Rimouski, puis j'ai rencontré ma blonde est québécoise maintenant. Et la première année que je suis arrivé ici, on est allé se balader au bord du lac Témiscouata, dans le parc Témiscouata. Et là, j'arrive, puis au centre d'interprétation du parc, là, à l'accueil, tu as comme des bas-reliefs sur des grandes pierres plates. Tu as des sculptures. Puis j'en vois une des sculptures, puis je l'ai reconnue tout de suite. Tout de suite. C'était Greyhound. OK. Et je ne savais pas du tout. En fait, il est de la région ici. C'est près de Témiscouata qu'il était avec ses castors. Là. Ah oui, OK. Oui. Donc, il est parti de l'Angleterre pour venir vivre au Québec? Oui, il vivait ici, oui. OK, je comprends. Oui. Donc, c'est fascinant. Tu une retrouves super un belle peu histoire. ton héros de lecture de jeunesse. Là, Oui. Puis ce jour-là, on était au parc et c'était jour de grève à la CEPAC. OK. Donc, ils étaient juste deux à tenir tout le parc. Il y avait le directeur et puis une fille de l'accueil qui était là aussi. Ils étaient tous les deux. C'était la panique, ils s'étaient débordés, etc. Puis je vais voir le gars, puis je lui parle de mon affaire avec Greyhound, là, le directeur du parc. Et il était extraordinaire, cet homme-là. Il a pris le temps. Il m'a montré sur Internet, il m'a dit, il y a des films, tu peux aller voir, etc. Puis il m'a sorti des bouquins. Puis, tu sais, c'était la panique partout. Mais je sais pas, il a vu que moi, j'étais dans mes émotions, là. Il s'est occupé de ça tout de suite. C'était très touchant. J'en profite pour lui dire merci. Ben oui. Oui, parce que des fois, j'entends deux choses là-dedans. Là, il y a le territoire, puis l'humain, le contact humain, puis Fait que c'est deux choses, je veux dire, Martin te parlait tout à l'heure, qu'il aime ça, les gens qui sont dans l'être plutôt que dans la tête, là, puis j'entends ça là-dedans aussi, un peu cette posture-là, de la présence à soi, puis à l'autre, puis au territoire, puis... Fait que je pense que tu avais peut-être des prédispositions pour être bien au Québec. Probablement. En tout cas, c'est sûr que j'ai eu une sensation d'emboîtement ici. Et c'est vrai que je trouvais ça étrange. C'était drôle que Martin commence en parlant de ça. Les gens qui sont dans l'aide plutôt que dans la tête, parce que c'est une des choses que moi j'apprécie des Québécois. Cette manière d'être quand même, pour moi, un peu plus vrai que les Français, qui effectivement sont peut-être un peu plus... c'est le pays de Descartes, la France, là. Bon, c'est le pays de Descartes. Ouais, puis tout est bien normé, hiérarchisé aussi, parce que moi, j'ai passé un an en France, là, avec ma conjointe, qui est française aussi. Puis l'administration, tu sais, puis oh my God! C'est une petite anecdote, là. Je suis arrivé en France au mois de septembre pour aller travailler en déficience intellectuelle dans un organisme là-bas. Fait que j'ai fait une demande de permis de travail. Puis je suis reparti au mois de septembre de l'année d'après. Mais une semaine avant de revenir au Québec, j'ai été appelé pour aller à Paris chercher mon permis de travail, tu sais, au bout de 11 mois. C'est ridicule. Puis il fallait que je le fasse, là. C'était comme obligatoire. Hey, c'est magnifique, Jacques, comme c'est touchant, partage. en fait. Ouais, c'est touchant, Jacques. Cette idée de se laisser guider par d'abord une histoire, tu sais, Cro-Blanc et compagnie. Après ça, lui, Greyhound, puis tout l'imaginaire dont tu étais rempli suite à ça. Puis t'as suivi, t'as fait prendre un avion puis venir t'installer ici, rencontrer une femme que tu aimes. C'est quand même, c'est puissant, l'invisible. Oui.
c'est réellement puissant. Puis ça existe vraiment parce que tu as suivi tout ce chemin imaginaire, invisible, puis tu as fini par rencontrer comme tu as dit, sur les pierres, il y avait Grey Hall, des sculptures. Quand même, ton chemin t'a guidé jusque-là, l'instinct Ouais, est fort. ouais, Il existe vraiment un monde, une intelligence dans l'invisible. Tu sais? oui, 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 oui. Et puis quelque chose comme, tu sais, c'est qu'à un moment donné, cette histoire de la cabane au Canada, tu sais, de la petite maison en bois au bord du lac, c'est comme un rêve inaccessible. Puis à un moment donné, ça s'incarne, tu sais, ça vient dans le corps, ça vient dans la chair, puis c'est plus juste un rêve, c'est plus un fantasme, ça se transforme en projet. Et là, ça change de statut, puis ça Ouais. Puis se met en d'ailleurs, route, quoi. je sais pas, Jacques, si c'était avant ton départ de la France vers le Québec, mais Martin le sait pas, là, mais tu as écrit un livre en 2000, je sais plus, c'était au début des années 2000 qui s'intitule Passer à l'action, manuel à l'usage de ceux qui ont des idées géniales et ne les réalisent jamais. Ouais. Quand même. Wow! Wow, ben lui, il est déjà réalisé. Oui. Fait que, est-ce qu'il y avait un lien avec, tu sais, entre ce rêve-là de venir au Québec puis l'écriture de ce livre? Non, pas directement. OK. Je ne saurais pas trop comment expliquer ça. Je suis un peu paradoxal à cet endroit-là. J'ai écrit ce bouquin-là parce que je suis quelqu'un qui a du mal à mettre en action certaines choses. Ouais. Et alors, moi, j'ai trouvé mes solutions, puis j'ai travaillé là-dessus. Puis du coup, je me dis, bon, bah, peut-être je peux partager ça à d'autres. Mais il y a d'autres secteurs de ma vie où c'est quasiment l'inverse. C'est comme si pour moi, les petites décisions, les petites actions, elles étaient plus lourdes que les grandes. Ah, ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de prendre un virage à 180, de tout quitter, de tout changer. Et venir au Québec, c'était là-dedans. Puis à un moment donné, c'est comme... moi, je dis à ma blonde, moi, je suis un homme de consentement. Ça pousse tellement fort dedans que je ne peux que consentir. Ouais. Je suis presque obligé d'y aller. Ouais, ça te porte. Ouais. Ben, wow. Puis, Martin, je voulais voir avec toi, parce que là, on parle de se mettre en action, puis c'est drôle parce que hier, hier soir, je t'ai envoyé une pièce de piano, tu sais, puis... que tu as composé, je ne l'ai pas écouté. C'est toi qui l'as composé, non? Oui. Ah, OK. Parce que je pensais que ta réponse était en lien avec... parce que tu m'as envoyé une vidéo après, puis je pensais que c'était en lien avec la pièce que je t'ai envoyée. Ben non. Ben, tu vois, puis là, je parlais de ça à Jacques avant que tu arrives, puis là, je pense que c'était une réponse. Fait que là, tu sais comment l'imaginaire peut... Ah oui. Parce que dans le fond, j'envoie une pièce de piano à Martin, puis la réponse, c'est un enfant qui dit, ben, pratique, tu sais. Peu importe ce que tu vas pratiquer, tu vas devenir bon là-dedans. Fait que là, je dis, il y a un message, là. Ouais. Ben, c'est drôle, hein? C'est drôle, hein? Ouais, mais tu sais, ben je le prends quand même comme ça parce que je fais le lien avec ce que vient de dire Jacques, tu sais, par rapport à l'action, à la mise en action, tu sais. Ben oui. Puis moi, je me vois comme ça au niveau artistique présentement où j'ai besoin de pratiquer. Tu sais, j'ai besoin pour que ça devienne vivant et réel de justement arrêter que ça soit dans la tête, arrêter d'en parler ou de le fantasmer, puis de le faire, tu sais. Comme un virage à 180 degrés, tu sais, comme le mentionne Jacques, tu sais, puis que ça devienne le temps que je mets principalement dans ma vie, tu sais. Il y a le podcast, mais le podcast, il me met en action créative parce que je me mets le défi de faire une composition par épisode, donc inspiré de la rencontre. Tu sais, inspiré de la rencontre avec les invités. Fait que... Puis toi, Martin, c'est sûr, on va parler un peu de processus créatif, mais avant ça, toi, t'es un gars de quelle région? T'es de où, toi? Ben, moi, je suis un gars de la ville de Québec, de la basse ville de Québec, Okay. Saint-Roch. Oh, yeah. Mais, ouais, là-bas, je suis comme né dans l'espèce de Hochelaga, si tu veux, de la ville de Québec.
Ouais. Mais avant de parler de ça, je suis très habité par ce que Jacques vient de dire. Et très habité par ce que toi, tu as dit aussi par rapport au petit film que je t'ai envoyé, puis par rapport à la pièce de musique que tu m'as envoyée, qu'au moment où je te parle, je n'ai pas encore entendu. Mais que je vais entendre tantôt si on prend une pause, ou je ne sais pas où toi tu vas la faire jouer, je l'écouterai sur le podcast quand il sera Non, monté. je mets pas de Non? musique sur le podcast, non. OK. Non, mais il y a quelque chose que je veux dire. Parce que moi, en tant que chercheur, parce que en tant que compositeur, en tant qu'arrangeur, je suis aussi un chercheur. Ben oui. Puis chercheur de sens, de joie, d'abondance, de paix aussi, à travers mes rencontres, mes relations, mes voyages, ma musique, les mots que j'écris. Me voilà pris dans une recherche ici parce que Jacques qui dit, par rapport au livre dont j'ai oublié le titre que tu as écrit, parce que le titre a quatre phrases, mais Je vais mettre le lien pour les gens qui écoutent. ça Là. marche. Hein? Le lien va être... Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne fait pas ce qu'il voudrait faire? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne le fait pas ce qu'il voudrait faire? Se lève le matin, aurait envie de faire ça. Le sang dans son corps, le sang dans son cœur, voudrait le faire. Bon, on pourrait répondre. On pourrait répondre, on pourrait répondre c'est la peur, puis ça résumerait, puis on passerait à un autre sujet de conversation. Mais non, alors prolongeons notre réflexion plus loin. OK, la peur de quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que Jacques n'avait pas ça en lui? Parce que Jacques, lui, son affaire lui a amené à prendre un avion puis venir se marier avec une Québécoise ici et vivre près d'un lac. Donc, lui, il l'a fait. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui le font et puis il y a des gens qui ne le font pas? C'est la peur, mais c'est la peur de quoi? Tu sais, je suis fasciné par ça, en fait, parce que je suis fasciné par ça parce que le monde dans lequel on vit présentement, la pandémie, le coronavirus, permet aux gens de répondre un peu à cette question-là. Parce qu'ils sont confinés. Ils sont inutiles. Tout à coup, à la société, il faut trouver un sens. À quoi je sers? Quel est le sens de ma vie? Il doit y avoir certaines personnes dans le lot de ceux qui ont été confinés et qui vont peut-être être à nouveau confinés dans le monde entier cet automne. C'est quelle belle opportunité que la grosse virgule sur laquelle le monde entier est assis présentement pose. Qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que je veux à l'intérieur de moi? Et en quoi je le fais pas et pourquoi je le fais pas? Moi, j'aime beaucoup cette question-là. Je sais pas si Jacques, tu vas rebondir, mais je trouve ça intéressant parce que on se pose beaucoup la question, qu'est-ce que je veux faire? Mais en fait, probablement qu'on le sait intimement, qu'est-ce qu'on veut faire, mais pour beaucoup, on fait pas la démarche. Puis c'est drôle parce qu'avant que tu arrives, on en parlait parce que je suis en processus de rédaction de mémoire. Je devrais pas parler de ça ici. Mais enfin, il y a des affaires que je voudrais faire que je fais pas. OK? Ça et autre chose. Donc, je trouve la question vraiment, vraiment intéressante, Martin. Je sais pas si Jacques, dans ton livre ou dans ta réflexion de recherche, Oui, ben, moi c'est sûr, comme dit Martin, la peur, et puis on pourrait décliner ça. Il y a plein de sortes de peurs, puis qu'est-ce qui est menacé, puis est-ce que c'est réellement menacé? Parce que des fois, on est dans les projections, mais en fait, ça n'a pas rapport. Mais moi, il y a une chose qui m'a fait beaucoup avancer là-dessus. Puis quand je parle de ça, je ne me fais pas toujours des amis, parce que c'est un peu radical, mais... moi, j'ai travaillé à Paris avec Danny Bois, qui est le gars qui a fait la fasciathérapie et tout. Je faisais partie de son équipe. Et de temps en temps, il nous sortait des petites phrases qui tuent, là, tu sais, le truc qui te confronte bien à tes incohérences. Et lui, il disait aux gens, il disait, si vous ne savez pas ce que vous voulez, regardez ce que vous faites. Et je trouvais ça intéressant de dire, OK, est-ce qu'on définit ce qu'on veut à partir de ce qu'on pense, à partir de ce qu'on dit, ou à partir de ce qu'on fait? Alors lui, il nous invitait toujours à revenir aux actes. Il disait, c'est ça que tu fais, c'est ça que tu veux. Et c'est radical. Mais moi, ça m'a fait bien bouger. J'ai trouvé ça, finalement, mais oui, pourquoi mes paroles ou les désirs que je me nomme à moi-même me définiraient plus que mes actes?
Et finalement, peut-être que ce que je fais, c'est ce que je veux vraiment. Ben, dans ton cas, en tout cas, Jacques, est-ce que je t'ai interrompu? Non. Non, mais dans ton cas, c'est peut-être ça. Mais les gens, beaucoup de gens, j'ai croisé beaucoup de gens, je vais dire ma phrase comme ça, qui, euh, comment dire, euh, qu'est-ce qui te fait faire ce que tu fais? Le désir d'être heureux ou la peur de ne pas l'être? C'est pas la même énergie. Non. C'est pas la même énergie. Tu sais, tu comprends? Alors toi, ce qui te fait faire les choses, ce que vous êtes, vos actes, enfin quelque chose comme ça, tu sais, bon. Mais si les actes que je fais, provient d'une peur que j'ai de rater, c'est pas la même énergie que je donne à ma vie que le désir de réussir. Non. Tu sais, alors qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne font pas ce qu'ils veulent faire? Moi, je pense que c'est parce que c'est leur peur de rater plutôt que le désir de réussir, entre autres. Tu sais. Ouais, si vous me permettez de rebondir là-dessus, Vas-y. parce que la question a été posée dans d'autres épisodes, puis à chaque fois, enfin, quand elle a été posée comme ça, moi j'ai répondu oui, la peur de l'échec, mais peut-être aussi la peur de réussir, Oh, qui est parfois plus grande, tu sais, que celle de l'échec. Ça dépend de la posture, puis il y a des gens qui ont peur de leur propre lumière, tu sais, de leur propre force. Comme quelque chose qui sentent qui va jaillir tellement fort qu'ils ont peur que ça les submerge, tu sais, puis qu'ils soient pas capables de contenir cette énergie de vie là ou ce désir là, tu sais, fait que mais oui, je pense que c'est peut-être plus répandu la peur de l'échec là, ou les deux se mélangent dans le processus à un moment donné, tu sais, il y a une espèce de petite guerre interne là, entre ce qu'il veut vivre et ce qu'il ne veut pas être vu ou entendu, tu sais. non. Quand tu m'as contacté pour ce podcast-là, par exemple, puis tu me dis, il faut un invité, là, quelqu'un que tu admires et puis qui t'inspire. Puis, Martin Léon, moi, j'ai failli pas le faire. C'est un peu toi qui m'as poussé, là, Patrick, mais puis pourquoi j'aurais pas fait cette demande-là? Mm, Tu sais, mm, le risque, la pire chose qui puisse arriver, c'est tu réponds non ou tu réponds pas. mm, Mais ça change quoi? Je veux dire, le mm. risque, il est zéro. Mais j'ai failli pas le faire parce que je n'osais pas, parce que, tu sais, je me dis, bah non. Oh, ouais. Et puis finalement, tu sais, je le fais. Puis là, c'est un super moment, quoi, pour moi. Ben oui, mais moi aussi. Ouais, on est dans le cœur, là. On est dans la vraie Ouais, conversation, là. On est dans ouais. la vraie shit, là. Le vrai lien. C'est the Mais, shit, man. Mais mais alors, oui, Martin, j'ai envie de te demander, toi, oui, dans ton parcours à toi, à oui. quel moment tu dis, à quel moment tu dis c'est ça que je veux faire, tu sais, puis comment ça se révèle dans ta vie, tu sais. Écoute, je pense jamais. Jamais je me suis dit, c'est ça que je vais faire, je pense, à ce jour. Ouais, ouais. La manière dont les choses ont commencé, déjà autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de rater, plutôt que... Leur peur d'arrêter était plus forte que le désir de se lancer dans l'aventure que peut être la vie, dans le grand mystère, le grand Mhm. imprévu, l'incertain que la vie peut nous offrir, Ouais, ouais. incluant la peur de, je sais pas moi, de jamais réussir, d'avoir faim, Mhm. Mhm. bon. Et puis, il y avait ça autour de moi. Tu sais, il y avait ça, pas dans ma famille immédiate, à l'adresse où je suis né et j'ai été élevé, je dirais, Mhm. mais dans le quartier où j'étais. Ben oui, Dans, ben il y oui, a- c'est sûr. Tu sais que on faisait la comparaison avec Hochelaga. Tu sais, quand t'es né quand t'as grandi dans un quartier un peu tough, assez pauvre, ouais, la préoccupation de la survie alimentaire est là, là. Tu sais, elle fait partie du discours ambiant, là, tu sais. ben oui, ben oui. Et- je me rappelle d'avoir dit un jour à mes parents, je veux faire de la musique dans la vie. Et la réponse que j'ai eue, c'est un silence. Hmm. On était en train de manger, il y avait un silence. C'est pas parce qu'on m'encourageait pas. Quoique moi, jeune homme que j'étais à ce moment-là, que j'avais 12, 13, 14 ans, j'ai reçu ça comme on m'encourageait pas. Hmm. Mais c'est pas de leur faute, là, j'ai reçu ça. J'ai reçu ça à partir d'une blessure plutôt que à partir d'une paix à l'intérieur de moi. Hmm. Alors j'ai compris qu'on ne m'encourageait pas. Mais
après, mon père a dit, ben, c'est sûr, la musique, c'est ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, la musique. Puis là, dans moi, ça a fait, et alors, justement, oui. Ouais. J'avais envie de dire, si j'avais eu la force de le confronter à cette époque, j'aurais dit, OK, poursuis ton raisonnement, parce que tout me paraît très bien dans le début de ta phrase. Et puis donc, j'ai décidé de ne pas faire de musique. J'ai décidé que je ne ferais pas de la musique dans ma vie parce que c'était une époque, sans tomber trop dans le personnel, le nid familial où j'étais, comment dire, j'avais envie de connecter avec mes parents. J'avais envie d'une connexion profonde avec eux que je n'ai pas vraiment eue, sans faire de reproche à personne. Et donc, j'ai décidé un peu pour leur plaire de ne pas faire de la musique. Pour avoir un peu une forme d'approbation. Je comprenais qu'ils souhaitaient peut-être quelque chose de plus sécuritaire pour moi, de plus, je sais pas moi, que je sois médecin. Et bon. Alors, mon intérêt pour les lettres aussi, pour la poésie, pour les mots, pour la lecture, m'a amené à cette idée que je pouvais écrire. Écrire. Mes parents n'ont rien dit non plus autour de la table. Puis, mais l'idée d'enseigner le français à l'école plaisait bien à ma mère. Alors, je suis allé à l'Université Laval à Québec faire des études. J'ai fait une majeure en littérature et en linguistique pour devenir peut-être auteur de théâtre, auteur de scénarios de films, pour écrire, faire vivre des personnages. J'avais des personnages en tête, des univers. Et puis, tous les personnages que j'avais, il n'y avait pas d'héros principal, mais tous les personnages étaient d'égale importance dans mon monde, comme le disait Jacques tantôt en entrée. Alors, j'ai fait mes études en littérature. Et puis, quand j'ai fini mes études en littérature, la blonde que j'avais à l'époque, Anne-Marie, elle me dit, OK, c'est bien beau la littérature, mais elle dit, tu ne vas pas faire ça, enseigner le français. J'ai dit non. Bon, elle dit, tu vas faire de la musique. J'ai dit, elle dit, là, on s'en va à Montréal. On déménage à Montréal, tu vas étudier la musique, puis tu vas faire ta vie en musique. Tu es musicien. Tu sais. Puis, alors, j'ai quitté Québec. Et puis, juste une parenthèse. Est-ce que je parle trop présentement? Il me semble que j'ai pris la parole. Là. Non, moi, ça m'intéresse. Non, c'est bon. C'est bon. Continue, Martin. Vas-y, OK, d'accord. Alors, j'ai pris... Anne-Marie a dit, je vais aller à Montréal, nous trouver un appart pendant que tu finis tes contrats de ci, de ça, puis tu viens me rejoindre la semaine prochaine. Cool. Anne-Marie s'en va à Montréal. Moi, je la suis une semaine après dans un camion avec les 3 ou 4 meubles qu'on avait, un lit, un drap, on n'avait rien. Alors, j'arrive à Montréal. Et entre-temps, je me suis enseigné à moi-même la musique, la théorie de la musique, parce que je n'avais jamais pris de cours de musique. Et je me suis enseigné la musique dans le but de rentrer à l'université, dans le but de pouvoir faire l'examen pour rentrer à l'université. Et j'ai été accepté à 3 universités. J'ai choisi l'Université Concordia parce qu'il y a de l'ouverture. C'était simple. L'Université de Montréal me paraissait rigide, judéo-chrétien, ça m'emmerdait. McGill me paraît la même chose, mais version anglophone, ça m'emmerdait. Concordia était anglophone, mais souple. Alors, je suis allé là. Je suis arrivé à Montréal. Avec Anne-Marie, on s'est installé dans un appartement. Puis j'allais enfin lundi avoir mon premier cours de musique de ma vie à l'université. J'arrive lundi matin. Et piano à queue au centre d'une grande pièce avec un plafond de 10 mètres de haut, 10-12 étudiants en composition de musique, des gens de mon âge, 23-24 ans. Premier cours de musique. Là, j'ai eu une révélation. Ça faisait toutes ces années, toute la peur que j'avais eue de ne pas aller en musique. Tous les moments où j'ai attendu avant de me marier à la musique se résumaient dans ce matin-là, dans mes yeux, dans mes sens, où là, j'avais enfin un cours de musique. On allait m'apprendre comment composer de la musique. Et donc, libérer toute cette musique qui jouait dans ma tête depuis que j'étais tout petit. Parce que j'étais compositeur. On ne devient pas compositeur, on est compositeur. Moi, j'entends toujours de la musique. Au moment où je vous parle présentement, il y a une musique qui joue. C'est streaming 24 sur 24. Alors, j'arrive le soir chez moi, puis Anne-Marie a dit, puis, t'aimes-tu ça? Comment c'était? Je fixais le plafond, je regardais dans le vide, j'avais pas de mots.
Puis le vendredi de cette semaine-là, j'ai dit à Anne-Marie, qui va peut-être voir ce podcast, et Dieu sait comme j'ai aimé et que j'aime encore cette fille-là aujourd'hui qui est mariée, qui a 2 enfants et compagnie. J'ai dit à la fin de la semaine, j'ai dit à Anne-Marie, je vais te quitter. Je vais te quitter, mon amour, parce que je veux faire de la musique 25 heures sur 24 et il n'y aura plus de place pour une amoureuse dans ma vie. Je vais faire ça pendant tout le temps de mes études. Et Donc, puis, c'est un. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a un c'était une vraie choix. révélation, là. C'est une vraie révélation. Ouais. Puis dans la révélation, il y a un choix drastique. Il y a le tournant dont Jacques parlait à 180 degrés, là, où là, boum, c'est là que ça se passe. Puis, 180. ouais. Écoutez, on va sur cette anecdote magnifique de l'approche de la musique. Puis, Marie, je t'embrasse. Anne-Marie, je t'embrasse. puis Jacques, sur le tournant dans la vie, puis la rencontre avec le territoire québécois, puis avec ses humains. On va prendre une petite pause, et puis on va reprendre le récit là où on était, et tranquillement, on va s'en venir à nos pratiques d'aujourd'hui. Alors, on se donne quelques minutes, aller chercher un verre d'eau, on prend ça relax, et on revient. Alors, nous revoilà avec Jacques Ilion et Martin Léon après une petite pause. On s'est quitté sur un superbe récit de Martin qui parlait du grand revirement, du grand choix de s'investir à 100% dans la musique. Puis du côté de Jacques, on était dans le récit où ben là, on passe du rêve à la réalité en venant au Québec. Puis là, Martin est en train d'écouter une pièce que j'ai envoyée hier soir. Puis c'est vraiment un honneur pour moi juste qu'il prenne quelques secondes pour écouter ces notes de piano-là que j'ai composées il y a quelques mois, une improvisation. Puis ça m'amène un peu à ça. Tu sais, en quoi, la question de Martin, plutôt dans le podcast, en quoi je ne fais pas ce que je veux, tu sais. Puis s'il y a quelque chose qui m'anime depuis la naissance, c'est aussi la musique. Puis quand Martin disait tout à l'heure, j'ai un streaming de musique à 24 heures sur 24 en tête, je comprends tellement parce que c'est ce que je vis aussi. Oh. Mais j'ai l'impression que dans ma pratique musicale, moi, il y a des obstacles. Puis je sais pas si c'est de la peur ou peut-être parce que, tu sais, quand même, Martin, tu as eu une expérience universitaire de composition qui t'a peut-être donné les outils pour pouvoir faire sortir tout ce que tu voulais faire sortir. Puis des fois, je me sens limité parce que je suis autodidacte, parce que j'ai pas de formation. Parfois, je me sens limité, puis je me dis, là, je suis à peu près à, je sais pas, 15-20% de ce que je voudrais dire, tu sais, d'où le fait que quand je joue, souvent, c'est très lent, c'est très mélancolique, parce que techniquement, c'est plus facile. Mais tu sais, c'est ça, il y a des fois où je voudrais que ça explose, puis tu sais, s'il y a quelque chose qui est retenu, puis je sais pas si c'est moi qui le retiens ou c'est la technique qui me limite, tu sais, dans la composition. Mais moi, je dois te remercier de m'avoir envoyé la pièce parce qu'avant qu'on commence le podcast, je l'avais pas écouté. Alors que là, ça joue encore chez moi. Là. Ça joue en ce moment dans la pièce. Il y a plein d'espace dans cette musique-là. Il y a plein de paix, il y a plein d'amour là-dedans. Tu sais, puis tu as baptisé la pièce Il neige sur les... Neige sur les Appalaches, parce que je la faisais, puis il neigeait derrière. Il y a une vidéo qui vient avec ça, en fait, là, où j'ai juste installé, puis l'enregistrement que tu entends, c'est avec un téléphone, là. C'est vraiment basique, là. J'avais installé le téléphone sur le bord du piano, puis on voyait dans la fenêtre à côté du piano la neige tomber. Donc, ouais. Ah, c'est bien. Mais j'ai pas dit pourquoi tu as peur de faire de la musique, mais plutôt pourquoi les gens s'empêchent de faire quelque chose. Il y a des gens qui font ce qu'ils sentent, puis d'autres, ils font pas ce qu'ils sentent. Alors toi, c'est beau la musique là, que tu viens de me faire entendre, ça a rempli la pièce, là, elle vient de se terminer. Je sentais qu'il y avait des flocons qui descendaient doucement, c'était très, très, très paisible. Ça met un peu de fraîche dans cet appartement où il fait si chaud aujourd'hui. Et à Montréal, toi? Ben oui, mais je dirais pied à terre à Montréal, mais moi, je passe, depuis 3 mois, je suis sur le bord d'une rivière dans les montagnes, à Sainte-Adèle. C'est là que je vis. Ouais. Okay. Ouais, fait que... En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter ça. Puis, on en vient un peu à nos pratiques d'aujourd'hui, tu sais, ben, tranquillement. C'est-à-dire que là, après l'université, Martin, est-ce que tu as complété un bac en musique, c'est ça?
J'ai fait la majeure en littérature à l'Université Laval. J'ai fait un bac en composition de musique, une maîtrise en orchestration. J'ai pas OK. tout à fait fini en Ouais. orchestration de musique contemporaine. Puis après ça, j'ai fait mes études avec Ennio Morricone en Italie en Ben musique et oui, film. ben Ouais. oui. J'ai vu ça dans ta bio, puis j'étais comme wow, d'autant plus que Il est Morricone, parti il y a 2 semaines. Ouais. il est décédé il y a pas longtemps, puis Ouais. je pouvais m'imaginer que ça a dû quand même avoir un effet sur toi. Ben, l'effet que oui, bien sûr, l'effet que ça a eu sur moi, ça m'a rappelé cette époque-là où je Ouais. sortais de l'université et que je voulais étudier avec cet homme-là. À Et ça m'a Sienne. rappelé à Sienne Sienne. en Italie. Ouais. Ouais, puis je suis allé là avec la blonde que j'avais de l'époque, qui était une autre blonde, ce moment-là avec Geneviève. Et puis, ça m'a rappelé, euh, ça m'a mis dans un état de gratitude. Ça m'a Hmm. rappelé à quel point la gratitude, c'était important dans la vie. La gratitude. On ne nous enseigne même pas ça au primaire, ni au secondaire, encore Hmm. moins à l'université, où ce que là, on est tous rendus dans notre tête. Mais tu sais, c'est quand, dès qu'on est jeune, on devrait expliquer ça aux enfants. La gratitude, c'est quoi la gratitude? C'est de dire merci puis de le sentir. Hmm. C'est pas juste de le dire, c'est de le Hmm. sentir. Hmm. Nous, Morricone est arrivé dans ma vie, il m'a appris des choses. J'ai eu les couilles d'aller étudier avec lui. Euh, j'ai eu les couilles de, de, de me laisser enseigner par lui. Je me suis donné l'humilité de croire que je savais rien, puis qu'il lui allait m'enseigner des choses. Puis j'avais de la gratitude pour lui, pour les moments qu'on a passés ensemble, pour ce que j'ai appris, pour moi aussi, Hmm. pour d'avoir fait ça, dans le but d'avoir une vie peut-être meilleure que celle. Il n'y avait pas autant de possibilités que ça, moi, de là où je viens, là, à Saint-Roch, Hmm. en Basse-Ville de Québec, de l'univers où je venais, d'avoir dit qu'un jour j'irais étudier avec Ennio Morricone, ça aurait pu faire sourire bien des gens, même Hmm. rire des gens. Hmm. Mais non, je Hmm. continuais, Hmm. je voulais, puis je l'ai fait. Fait que j'avais beaucoup de gratitude aussi que Geneviève était venue avec moi, ma blonde de l'époque. Hmm. C'est beaucoup de. Je me sens Ouais. tellement privilégié dans la vie. Je me trouve Ouais. tellement Ouais. chanceux d'être vivant, d'aimer la vie. Tu sais. Ouais. C'est l'amour pour la vie Ouais. qui me fait avancer, moi. Ouais. C'est peut-être, ça en est peut-être une pratique, ça, tu sais, parce que C'en est une. la petite vidéo que tu m'as envoyée en tout cas, je l'ai partagée sur ma page aussi, puis toi aussi, j'ai vu que tu l'avais partagée sur ta page. J'invite les gens à aller la voir, c'est court, là, ça dure 3 minutes. C'est un enfant qui nous parle de pratique. Ouais. Tu sais, que tu pratiques, il dit pas le chiolage, mais en gros, Ouais. c'est ça qu'il dit. Si tu chioles à tous les jours, tu vas devenir vraiment bon là-dedans. Tu sais, C'est puis ça. si tu pratiques la joie, tu vas devenir vraiment bon là-dedans. Tu sais, puis Ouais. je le vois comme ça un peu, puis je me demandais, là, je vais vers Jacques un petit peu. Ouais. Jacques a étudié la fascia. Il a parlé de Danny Bois un peu plus tôt dans le podcast. Peut-être que tu connais pas Martin, mais Danny Bois, Jacques, tu pourrais nous en parler. Il a développé vraiment toute une école de pratique en Europe OK. qui est, là, je vais dire quelque chose, un long mot que probablement je vais me tromper, Jacques, puis que tu vas rire. Somato-psychopédagogie, là. OK. Mais en fait, c'est Je sais ce que ça veut dire. Ouais. OK. Donc, c'est puis la fasciathérapie qui est venue après ça, je pense, dans le parcours de Jacques, là. Je sais pas si Jacques, tu peux nous en parler un peu, comment ça s'est arrivé dans ta vie comme pratique? Moi, j'ai fait des études un peu par hasard de kiné parce que je savais pas quoi faire. Puis ça me paraissait pas trop long, pas trop difficile, puis en même temps beaucoup dans l'humain. Hum. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Puis j'ai aimé ça, mes études, ça a été beaucoup. J'ai fait beaucoup la foire et tout. C'était des études bon. Puis je finis mes études, puis je m'installe là, je commence à travailler, puis au bout de 2 mois, je me sens dans une impuissance monumentale. Hum. J'ai l'impression d'avoir appris à soigner des morceaux de corps. Hum. Mais moi, ce que je veux, c'est soigner des gens, des personnes, tu sais. Hum. Alors, ça ne me va pas du tout. J'ai l'impression d'arriver à rien. Tu sais, alors, je me dis, bon, ben, faut faire autre chose. Alors, j'ai fait ostéopathie. Hum. Puis ça, c'était déjà mieux. L'ostéopathie, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus global. Mais c'était pour moi encore, en tout cas dans la formation que j'ai faite, parce qu'il y a pas généralisé, mais dans la formation que j'ai faite, c'était encore un peu trop mécanique. J'avais une espèce de globalité du corps, mais j'avais pas le lien entre ce que je sens dans le corps et ce que vit la personne. Hum.
j'avais pas ce lien-là. Puis je me dis, faut que je trouve quelque chose qui m'amène là. Puis je trouvais pas. Je Hum, trouvais pas. hum, Puis en ostéopathie, j'avais aimé le travail des fascias. Les fascias, c'est les membranes, toutes les membranes qu'on a dans le corps. Tu peux travailler là-dessus. J'avais aimé ça. Je me dis, je vais faire fasciathérapie. Mais c'est comme ça. Puis là, ça a été comme la révélation pour moi. Mhm. hum, hum, La révélation. La sensation de toucher la vie dans le corps. C'est pas la vie comme quelque chose d'abstrait où tu dis la vie avec un grand. Non, non, la vie comme une substance qui anime la hum, matière. hum, 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 hum. J'avais l'impression de toucher ça. Et donc, à travers ça, d'avoir tout, le physique, le psychique, l'affectif et même le spirituel, parce que Hum. tu touches à cette force de vie que tu sens dans le corps, c'est quelque chose qui te dépasse. Des fois, c'est là, des fois, c'est pas là. Tu sais pas pourquoi. Est-ce qu'en France, la fasciathérapie, c'est quelque chose qui est répandu, reconnu, ou en France ou en Belgique ou en Europe, là? Ça commence à être Mhm, pas mal répandu, oui, oui, à être pas mal reconnu. En France, en Belgique, en Suisse notamment. mhm. Toi, Ouais. Martin, est-ce que tu connaissais le terme fasciathérapie, les Oui, fascias? absolument. Moi, je me fais masser une fois par mois Mhm, depuis une quinzaine d'années. mhm. Et puis, je sais c'est quoi les fascias, je sais c'est quoi la Ah ouais. fasciathérapie. Je pense Je... je pense même qu'on a un ami en commun qui est ostéo et fasciathérapeute. Ouais. Je peux le nommer parce que c'est un bon ami, Éric Trudeau. Je sais pas si ça dit quelque chose, là, Oui, mais oui, je connais Éric Trudeau, ouais, hein, je connais Éric, c'est ouais. un ami d'enfance, Éric. Ah ouais, Ouais, OK. ouais, je le connais depuis Il 30 fait ans. de la Puis fasciathérapie, mais il ne fait pas que ça, lui. non, 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 c'est Hum, ça. Puis, mais c'est drôle parce qu'à un moment donné, je suis allé, puis Jacques, c'est pour ça que je te pose la question de savoir est-ce que c'est connu ou pas, parce que justement, je suis allé chez un ami à Montréal il y a quelques semaines, puis j'y parlais de fasciathérapie, puis il m'a dit ah ça existe pas, ça, c'est une croyance, c'est comme l'homéopathie. Ben, le pharmacien, vous connaissez le pharmacien là, mhm, qui mhm. est très critique de plusieurs pratiques, puis de plusieurs, puis il dit ah le pharmacien il le dit, c'est n'importe quoi, la fascia ça existe pas, puis là j'étais là ouais ben attends là, moi ça fait 4 ans que j'entends des collègues d'université me parler de ça, mais tu sais avec une passion puis avec une connaissance du corps que je me dis ben attends un peu là, non non on n'est pas dans les croyances là. Les fascias, je sais pas si tu peux nous en parler, Jacques, un peu, sans tomber dans trop le théorique, là, mais généralement, les fascias, c'est quoi? Comment ça agit dans le corps? Écoute, les fascias, c'est toutes les membranes. Hmm, Toutes les membranes qu'on a dans le corps. Donc, c'est les enveloppes des organes, comme autour du cœur, tu as le péricarde, hmm, autour des poumons, tu as la plèvre, autour du cerveau, tu as les méninges, autour des muscles, tu as les aponevroses. Tout ça, c'est tout ça, les fascias. Et en fait, pendant très, 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 très longtemps, on a pensé que ça avait juste un rôle mécanique, les fascias. C'était juste un hmm, tissu de soutien, hmm, puis de protection, puis de relais, parce que ça relie les organes entre eux. Tu sais, le péritoine qui relie les différents organes entre eux. Et en fait, Danny Boy, il était assez visionnaire là-dessus, lui, parce que il dit, mais il y a une intelligence là-dedans, dans ces tissus-là. Et lui, là, il a très vite senti que ces tissus étaient animés, c'est-à-dire qu'il y avait un mouvement dedans, comme une respiration très lente. Hum. Puis ça, lui, ça date des années 80, tu sais, qu'il annonce ça. Puis effectivement, il y a eu beaucoup de scepticisme au début, puis dans le milieu médical, il y en a encore beaucoup. Mais sauf que là, depuis une dizaine d'années, la recherche scientifique est en train de mettre à jour la réalité de tout ça. C'est-à-dire que il semblerait que euh, on a plusieurs grands systèmes de communication dans le corps. Le système nerveux, qui est un système très rapide, le système liquidien qui transporte les substances chimiques, hormonales et autres, et qui est un peu plus lent. Et en fait, le système des fascias constituerait un troisième système de communication dans le corps qui transmet des influx mécaniques, c'est-à-dire des Hum, tensions ou des relâchements. hum. Et à travers ça, il gère un certain nombre de choses, hmm, notamment le stress, les émotions, etc. hmm, Donc, tout ça, c'est beaucoup géré dans les fascias. Et c'est pour ça hmm, que quand on touche le corps, on a un impact sur
sur les émotions de la personne, sur Mm. sa psyché, etc. Parce que ce système-là, finalement, il fait le lien entre le physique, le mécanique et le chimique, le psychique. Mm, mm. Alors le pharmacien, là, il faudrait qu'il se mette à jour, On parce va, qu'il date on- un peu, là. c'est ça, on va te l'envoyer, puis on fera un débat pharmacien Jacques Oui, Lyon. non, j'ai pas le goût de débattre de ça. S'il est Non, puis curieux, il ira d'ailleurs, voir. Moi, non, puis d'ailleurs, c'est je- pas l'esprit du podcast du tout, non, non, non. d'aller vers le débat, mais puis moi, je peux juste témoigner d'avoir moi-même, parce que s'il y en a qui moi, je suis quand même je me considère comme un sceptique critique, là, tu sais, il faut que je vive quelque chose pour le comprendre puis l'assimiler avant de l'embrasser. Puis, j'ai été traité en fascia dans la première année de ma maîtrise. On me l'avait proposé. Puis, je suis allé me faire traiter à Sherbrooke. Puis après, dernièrement, pendant la pandémie, j'ai des amis qui sont venus m'aider à faire des rénovations chez nous. À 2 mètres de distance, le masque, voilà, tout, là. Puis, à un moment donné, ben, j'ai un ami, justement, celui dont on parlait, Martin, qu'on connaît tous les deux, qui m'a proposé un traitement, puis j'avais des grosses douleurs à la nuque, puis aux yeux, tu sais, j'avais des problèmes avec mes yeux. Fait qu'il m'a travaillé au niveau intracrânien, tu sais, puis là, c'était plus une manipulation d'ostéo, là, je pense. Mais il faisait les deux, en fait. Il travaillait ostéo et fascia. Puis, à un certain moment donné, il y a eu un espèce de relâchement. Je peux pas le nommer autrement que ça parce que c'est comme ça que je lui ai nommé à lui, qui était quelque chose de l'ordre de l'orgasme. C'est pas sexuel, là, mais tout mon corps, tout d'un coup, j'ai eu des frissons partout sur les bras. Puis c'est venu par 3 vagues parce qu'il continuait à travailler là-dessus. Puis c'est venu par 3 vagues. Puis j'ai eu comme le goût de pleurer, là. C'était vraiment, vraiment, vraiment intense, là, tu sais. Fait que ça allait au-delà de juste une tension dans la nuque, là. Il y avait quelque chose là qui était libéré au niveau intracrânien qui était au-delà de la mécanique, là. Puis je sais pas, j'ai pas d'accès à ce que c'était en mots, là, cette Ouais. expérience-là, là. Mais au-delà de l'aspect théorique ou de ce qu'on peut expliquer ou de ce que c'est, moi, pour moi, ça résonne quand Martin parle tout à l'heure finalement de la vie. D'être vivant, c'est quoi être vivant? Puis, Mm. moi, je dis souvent dans mes méditations, je dis aux gens, mais ok, de quoi est faite ma vie quand je ne fais rien? Mm. C'est quoi être vivant quand tu fais rien? Mhm. Et pour moi, cette espèce de sensibilité intérieure, pour moi, c'est surtout ça, au-delà de soigner, c'est quelque chose qui me permet de me sentir vivant même quand je fais rien. Mm. Puis c'est vraiment une sensibilité de la matière au monde, au Mm. monde. Ouais. Puis toi, Martin, quand tu composes, quand tu es dans l'état de composition, comment ton corps il est en contact avec ça, tu sais, parce qu'on on l'a dit, puis moi je le pense vraiment, là, la composition, c'est pas cérébral du tout. Quand je m'installe au piano, par exemple, pour la pièce que tu as écoutée, c'est la neige à côté de moi, c'est le silence de la pièce, puis c'est ma connexion à moi-même dans cet instant-là qui me permet de composer. C'est pas quelque chose que je décide, là. C'est pas une réflexion. Mm. Hey, c'est assez. La réponse à cette question-là n'est pas claire et concrète, Mm. comme le prix des carottes est 12,25 la livre chez Métro cette semaine en spécial. Tu sais, C'est vrai, c'est ça? vraiment. Vas-y, profite-en. Non, mais je me. C'est les émotions. J'ai une vie émotionnelle qui fait que si dans un film, je dois faire une musique triste, il faut que je sache c'est quoi la tristesse. Mm. Il faut que j'ose la ressentir plutôt que de me geler avec un antidépresseur quelconque qui fait que je ne vais plus ressentir la tristesse. Mm. Moi, je ne peux pas faire ça. Je suis obligé de ressentir la tristesse pour la mettre sous mes doigts, après ça sur un piano, pour le mettre sur un film. Si je dois sentir de la frustration, de la colère,
de l'élan, de la grandeur du confinement, toutes ça, ces émotions-là, il faut que je les ressente pour pouvoir les mettre en musique. Donc, je suis, par déformation professionnelle, obligé de ressentir les émotions qu'un être humain peut ressentir, toute la gamme. Alors moi, ma vie, ma recherche d'équilibre m'amène à trouver une manière de ne pas être tout le temps dans l'hyper-émotivité, sollicité par la musique, par mon métier, mais de trouver un équilibre en faisant de la méditation, en faisant du yoga, en me faisant masser une fois par mois différents types de massages, que ce soit la fasciathérapie, tous les massages, je les ai essayés, là, je pense, tu sais. Et puis, j'aime beaucoup le deep tissue aussi, beaucoup, genre que deep tissue, ça bouger lentement les mains, ça va chercher profond, et des massages énergétiques aussi. Moi, ça n'a pas rapport avec une croyance, pour moi, dire que la fasciathérapie, ça fonctionne, que dire, je n'ai pas une croyance que j'ai, n'en déplaise aux pharmaciens, c'est pas une croyance, parce que je regarde la nature, je vis en nature, je regarde les saisons s'enchaînent et il y a toute une organisation, une intelligence qui vient avec chaque saison, qui fait que je parle pas juste quand il pleut, ça pousse, quand ça pousse, les animaux se nourrissent de ça, ils chient, là, ça donne de l'engrais, puis ça roule, puis là, on change de saison, puis tout est dans tout, et tout nourrit tout. L'idée même de penser que, sauf l'être humain, qui lui est à l'extérieur de toute cette intelligence, n'importe quoi. Si cette intelligence existe, puis que c'est fait des mêmes atomes, puis de la même eau que je possède un corps humain, c'est clair pour moi que ce n'est pas une croyance lorsque je dis que tout ça a une influence sur ma santé holistique. Et je dirais, il faut retourner à prendre une marche dans le bois, pharmacien, là, tu comprends? Bon, à un moment donné, je pense que je vais recevoir des courriels après ce podcast. Non, mais ça existe, le gros bon sens. Alors, comme je suis de ceux qui sentent qu'ils font partie de toute cette intelligence-là, la vie, les saisons, c'est pas qu'une croyance, je le sens. Et je le sens dans mes émotions, je le sens dans la pleine lune, je le sens le matin, le soir, etc. Au solstice, l'équinoxe. C'est ça. Donc, moi, c'est... alors, c'est ce que la vie me fait ressentir que je transforme en musique. Puis vous avez utilisé tous les deux le même terme, tu sais, de l'intelligence animée, et puis du territoire. Il y a vraiment avec la nature là quelque chose qui est que j'arrive pas à mettre en mots, mais tu sais, je parlais de la pièce que je t'ai fait écouter, Martin, puis de la neige, par exemple. Tu sais, la neige à ce moment-là, le contraste entre l'extérieur, qui était une neige douce, là, on n'était pas en tempête, là, c'était une petite neige douce, puis la chaleur de la pièce dans laquelle j'étais. Tu sais. Donc, c'était chaud et froid, mais en même temps avec beaucoup de douceur. Fait que c'est dans le corps que je ressentais ça, tu sais, ce contact-là. Pas dans une analyse cérébrale là, de comment ça pourrait être, comment je pourrais jouer la neige. Tu sais, En fait, le titre est venu après, parce que je disais, oui, c'est clair que à côté sur le bord de la fenêtre, puis à regarder dehors pendant que je jouais, tu sais, parce que je regarde pas mes doigts quand je joue, tu sais. Soit que je ferme les yeux, ou je regarde à l'extérieur, tu sais. Fait que, Mais moi, quand j'écoute ta pièce, Il neige sur les Appalaches, je sens que c'est pas... Je sens le genre de neige qui tombait. C'était pas une tempête avec des rafales à n'en plus voir clair, c'était pas ça. C'est ça. Je sens que les flocons tombaient doucement aux bonnes places. Et ça, quand toi, à travers tes études, est-ce que c'est quelque chose qu'on aborde, ça, dans la composition, la présence à soi, au corps, puis à l'environnement? Mais pas dans mes études à moi, non. Il faudrait l'ajouter, ça. Il faudrait le faire ajouter éventuellement la vie holistique, l'inspiration holistique. Il faudrait l'ajouter, ça, dans les études en musique, mais il faudrait l'ajouter même au primaire, chez les êtres humains, pour former des êtres humains moins intelligents avec la tête, mais moins handicapés du cœur. Je veux dire, il y a des gens qui font, et puis je vais me permettre de faire une grossièreté, puis j'en profite, j'ai 2 docteurs devant moi. Vous avez 2 fait des doctorats. Non, pas moi. Non, mais c'est...
C'est-à-dire que parmi les... Et ce n'est pas ce que je ressens de Jacques. Je sens le cœur de Jacques. Je sens son instinct. Je le sens très bien, mais à travers une affaire Zoom. Mais j'ai rencontré à l'université beaucoup de gens qui étaient tellement dans leur tête, qui sont sortis de l'université avec des doctorats, avec beaucoup, beaucoup de connaissances ici, mais un cœur complètement handicapé relationnellement, incapable d'avoir des relations harmonieuses avec quiconque. Je dis juste que dès le primaire, on devrait enseigner l'intelligence relationnelle, l'empathie, la présence à soi. Ça ne veut pas dire, je ne parle pas de Jésus là, puis de fumer des battes, c'est pas ça que je parle. Je parle du gros bon sens, la vie, là, tu sais. On ne l'enseigne pas à nos jeunes qui vont tenir la société à bout de bras après. Ça n'a aucun sens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis la présence à soi dans la création, tu sais, aussi. Tu sais, si on donne un cours de musique à des jeunes de 5 ans, là, en tout cas, je sais pas. Moi, le seul cours de musique que j'ai donné à mon fils, là, au piano, j'ai dit, ben, fais une note, pèse sur la pédale d'écho, là, tu sais, de sustain en bon français, puis écoute-la jusqu'à la fin. Puis après ça, refais-la, puis ouvre le piano. Tu sais, ouvre le panneau du piano, puis écoute la note jusqu'à la fin. Bon. Après ça, refais la note ou une autre note, puis place-toi ailleurs sur le piano, aussi loin que tu peux en tenant ta note pour voir. Donc, c'était vraiment plus un contact physique avec l'objet. Puis après ça, ben, je l'ai fait toucher avec sa main le piano à plusieurs endroits pendant que moi, je jouais seulement quelques notes, tu sais, pour ressentir physiquement la vibration de l'instrument. Tu sais. Puis ça, cette approche-là, je ne suis pas certain qu'on l'a, tu sais, dans nos cours de musique. Là. Je dis pas que j'ai inventé quelque chose ou que c'est magnifique, là, mais il y a un contact du corps avec l'instrument, avec la vibration, parce que tu sais, avant tout, pour moi, la musique, c'est une vibration. Tu sais, si cette vibration-là, elle n'est pas intégrée dans le corps, tu sais, puis ça va être intéressant parce que la prochaine rencontre que j'ai, c'est avec Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre, et Marc Vella, qui est un pianiste, compositeur, concertiste, qui a gagné des grands prix, puis qui un jour a décidé de laisser les concerts et tout le glamour qui allait avec pour se mettre sur la route avec son piano sur une charrette, puis aller dans les villages, jouer du piano tiré par soit un auto ou un tracteur. Puis ce qu'il faisait, j'ai tellement hâte qu'il nous en parle, mais ce qu'il faisait, c'est des espèces d'ateliers populaires où la foule finit par se ramasser autour de lui sur la place publique, puis c'est quoi cette bébite-là qui joue du piano sur son... Puis là, ils descendent le piano, ils le mettent dans la rue, puis lui, il invite les gens à venir s'asseoir à côté de lui pour jouer du piano avec lui. Puis là, les gens disent, ben non, moi, je sais pas jouer du piano. Puis il choisit en général ceux qui disent, moi, je sais pas jouer du piano. Puis il les fait entrer en contact avec l'objet, puis ça devient une conversation entre lui et la personne. En tout cas, c'est magnifique. J'ai hâte de vous montrer ça. Mais il y a une pédagogie, là, il y a une pédagogie musicale qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante, de contact à soi et à l'autre, tu sais. Puis je trouve ça le fun, Martin, que même que je suis un peu admiratif et jaloux que tu as réussi à faire ton chemin dans la musique de film, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup depuis longtemps. Les atmosphères, tu sais, s'imprégner d'une émotion qui est pas forcément, au départ, celle qui vient de nous intérieurement, comme compositeur. Tu sais, maintenant, je décide, OK, aujourd'hui, j'ai tel sentiment, j'ai besoin de l'exprimer, je vais prendre un instrument, je vais le mettre sur l'instrument. Mais là, c'est comme une forme imposée, un peu, tu sais, on te dit, OK, dans telle séquence, on aimerait avoir telle ambiance. Et là, tu dois t'approprier ça et l'intégrer comme si c'était ta propre émotion. Comment tu vis ce processus-là? Ah, ben, j'y pense pas. Je le fais. C'est un métier. Je le fais. Je réfléchis pas plus. Faut juste que je fasse des activités pour ne pas être après ça un mélange d'émotions sur pattes. Ouais, comme les acteurs font. La respiration, la méditation. J'ai essayé de faire de la musique le soir. Après 7 heures, j'en fais pas pour pouvoir bien dormir. Un bon bain, tu sais, faire des activités douces pour compenser. C'est juste ça. Alors moi, je m'abandonne à l'émotion qu'il faut que je dois vivre.
qui n'est pas nécessairement la mienne, mais Mhm. qui doit être entendue, en tout cas, dans la musique. Et Mhm. donc, je dois vivre pour Mhm. la composer. Je Mhm. m'abandonne. Après ça, ben, je prends des marches, je fais du vélo, je vais voir un bon ami. Mhm. Un équilibre, là. J'essaie, ben, Un j'essaie. équilibre pour pas devenir submergé. Tu sais, les acteurs en parlent souvent de ça, là, tu sais, Ouais, du fait d'entrer dans la peau d'un personnage puis que ça peut devenir à un moment donné envahissant ou même ouais. mettre en péril sa santé mentale, là, tu sais. Puis, Ça, ouais, il y a une recherche d'équilibre qui est hum, là, qui a toujours été hum, là, mais qui l'est de plus en plus dans ma vie. hum, Je suis pas en équilibre hum, tout le temps dans la vie. En fait, je suis constamment en déséquilibre, puis constamment en train d'essayer avec douceur hum, de, hum, d'être égal, tu sais. hum. Puis Jacques, est-ce que c'est pour ça que toi, t'as approché la méditation? Est-ce que c'était pour cette recherche d'équilibre-là? Parce qu'il faut savoir que Jacques anime à chaque matin, je crois, des méditations accompagnées en ligne sur YouTube. Wow, Donc, je savais pas ça, moi. ouais, je vais mettre le lien sous notre podcast. Je suis allé en écouter une, puis c'est vraiment, vraiment agréable, là. Wow, Ouais, ouais, ouais. C'est que ça dure, c'est quoi, une trentaine de minutes, genre? À peine Ouais, 25 minutes, ouais. ouais. wow, merci. Puis qu'est-ce qui t'a appelé à cette pratique-là à travers le temps? Au départ, moi, c'était dans ma pratique de fasciathérapie, c'est-à-dire que pour être capable d'écouter ce qui se passe dans le corps de l'autre, Mhm, te mettre au service de l'autre dans le soin, il faut que toi-même, tu ne sois pas dans tes pensées ou dans ta propre agitation mhm, intérieure. mhm, Donc la méditation, au départ, c'était ça, c'est-à-dire je commençais ma journée en méditant pour comme poser, moi, mes émotions, puis me rendre disponible pour pouvoir écouter l'autre. mhm, Et puis, progressivement, bah, c'est comme devenu une pratique à part entière, c'est-à-dire même les jours où je traite pas, où je suis pas au service de quelqu'un, j'ai comme besoin de cette qualité de présence. Martin mhm, parlait de présence à soi tout à l'heure. Pour moi, c'est quelque chose qui est crucial, mhm, crucial. Puis je pense que, pour rebondir à ce qui se disait juste avant, aussi, euh, dans le processus créatif, c'est quelque chose qui, pour moi, est important aussi. Cette espèce de... C'est comme la méditation, c'est quelque chose qui diminue la distance entre moi et moi. mhm, mhm, Entre le moi qui mhm, perçoit et le moi qui exprime, par exemple. Ou, tu sais, c'est quand même une proximité avec soi qui fait mhm, que tu restitues avec moins de distorsion, moins de pertes, moins de filtres ce que tu vis. mhm, Euh, la musique, moi, je ne connais pas, donc je ne sais pas les processus d'écriture, mais moi, j'écris des poèmes ou des choses comme ça. Puis, euh, des fois, tu vis quelque chose et alors tu vas essayer de trouver les mots qui restituent mhm, le mieux possible ce que tu vis. Mais des fois, tu même pas, tu es tellement proche que tu n'as même pas cet exercice-là à faire. mhm, C'est-à-dire que c'est presque comme si ça te vient directement en mots, mhm, comme si ça venait d'ailleurs, alors que mhm, ça vient de toi, ça vient de dedans. mhm. Donc pour moi, c'est devenu comme la méditation, c'est une hygiène de vie indispensable. Seconde nature, quelque Ouais, chose qui est intégré. Moi, ça me puis dans le manque, lien ça. avec la nature aussi, tu vois, c'est Mhm. comme on se nourrit tellement de ce qui se passe, surtout ici au Québec, là, Mhm. c'est intense. Ça me manque, c'est la pratique méditative parce que moi, je suis un peu hyperactif. Tu sais, je le fais un peu, tu sais, dans, dans le silence et dans le non-faire. Euh, mais là où je me retrouve le plus en état de méditation, c'est soit en improvisation au piano ou à travers le kendo, qui est un art martial japonais là, j'avais commencé à aborder quand j'étais à l'université. Moi, ça fait longtemps, là, au début des années 90, j'avais commencé à faire un bac en études françaises à l'Université de Montréal, que j'ai pas terminé, mais c'est là où j'ai fait mes premières armes en littérature et en écriture. Puis c'est à l'université, en fait, que j'ai découvert le kendo avec Maître Goulet à l'époque. Puis j'ai poursuivi après ça. Quand je suis revenu à l'UQAR, c'est drôle parce que c'était encore une expérience universitaire.
à l'âge de, en 2016, je vais à l'UQAR, à l'Université du Québec à Rimouski, et dans ma cohorte, il y a une collègue qui est très avancée en kendo. Donc, elle me dit, amène ton équipement, on va en faire quand tu vas venir à Rimouski. Fait que je me suis remis au kendo comme ça en 2016. Puis j'ai découvert qu'il y en avait à Sherbrooke, dans mon coin, donc j'ai continué à faire des entraînements. Puis à travers le kendo, dans le geste, dans le mouvement, il y a une forme de méditation qui s'installe. D'autant plus qu'il y a des codes dans un dojo. Et au kendo, on commence par zazen, en seiza, c'est-à-dire position assise, où il y a une petite méditation qui est faite de 5-10 minutes avant et à la fin de la pratique. Ce qui fait qu'on fait une coupure entre ce qui était, on est là présent dans le kendo, puis après, on peut intégrer ce qu'on vient de faire avec une dernière méditation avant de quitter le dojo. Et ça me manque parce que là, la distanciation puis le kendo, je veux dire, le kendo, tu peux pas être un peu plus proche que ça, là, on se rentre dedans. Puis malgré le geste qui est très dynamique, dans le kendo, il n'y a pas de notion d'adversaire. C'est comme danser avec quelqu'un. C'est pas ton adversaire, c'est ton partenaire de danse. Puis en kendo, c'est un partenaire. Puis il y a des moments au kendo où je retrouve cet état de méditation-là où, comme tu le dis, Jacques, c'est intégré. Le corps va faire un mouvement qui a appris et qui devient presque un automatisme. Et là, c'est plus la tête qui fait agir le corps. C'est la pratique, c'est un état qui est là, qui a été pratiqué longtemps puis qui revient. Un peu comme tu le dis, Martin, aussi, comme il y a une part de ta pratique qui est la job, qui est l'habitude, qui est la pratique intégrée où tu n'as pas besoin de faire un effort. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que dans le kendo, tu en viens à une certaine forme de pratique où il n'y a pas d'effort dans le mouvement. C'est quelque chose qui s'installe et où tu dois retrouver un certain équilibre aussi après. C'est super intéressant. Puis t'as repris, là? Ben non, je peux pas. À cause du confinement. Ouais, exactement. Okay. Puis j'avais arrêté aussi à un moment donné parce que ceux au kendo qui sont pas expérimentés, parce qu'au kendo, il y a seulement 4 frappes. Là, c'est la tête, les poignets, le ventre, puis tsuki, qui est une pointe à la gorge. Puis le coup à la tête, les débutants, ils savent pas bien le donner. Puis ils frappent comme s'il y avait un bâton de baseball. Puis à un moment donné, je trouvais que j'avais des symptômes de commotion cérébrale, puis je voulais pas endommager ma tête. Fait que je vais reprendre, mais avec certaines restrictions que je vais me donner moi-même. Puis c'est le fun au kendo parce que c'est très respectueux. Là, on y va avec ses forces puis ses limites. Là. Ben voilà, écoutez, avant qu'on se quitte, j'aimerais ça qu'on prenne un petit peu de temps pour voir où est-ce qu'on s'en va dans les prochains mois. C'est quoi un peu vos projets? Là, Martin, tu parlais que tu es en train de travailler avec Vincent Vallière. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous parler un peu de ce projet-là, puis d'autres projets que tu aurais qui s'en viennent bientôt? Vincent, comme je disais, c'est tout. J'ai dit que je fais de la direction artistique sur son prochain album. Je corrige, j'écris, je co-écris avec lui. Mm-hmm. Sinon, moi-même, personnellement, j'écris beaucoup. Mm-hmm. Avec une assez bonne discipline. Okay. C'est ma pratique en ce moment. Ma pratique, c'est d'écrire un peu à chaque jour. Ça va donner des mots, du slam, des poèmes, des idées, des essais philosophiques. Ça donne toutes sortes de choses. Puis parmi tout ce que ça donne, il y a peut-être des chansons qui vont apparaître. Puis à ce moment-là, peut-être un disque l'année prochaine ou avant ça. Fait que je fais ça cette année. J'ai fait la musique de 2 films qui n'ont pas sorti à cause du confinement puis qui vont sortir et qu'on va célébrer éventuellement. Tu te souviendras de moi, le titre du film avec Rémi Girard, c'est le prochain. Et My Salinger Year, le dernier film de Philippe Falardeau, qui a fait l'ouverture du Festival de Berlin en février. Puis après ça, on est revenu ici, puis il y a eu le confinement. En fait, le film n'a jamais été lancé sur la planète. OK. Alors, on va voir ça, il va y avoir des suites. Et puis, j'écris, puis je pratique, pour conclure, je dirais que ce que j'apprends le plus dans le confinement, puis ce que je pratique le plus, c'est juste la présence. Présence à soi, être là. J'ai regardé des films animaliers où on voit 6-7 lionnes
qui sont couchés dans la savane, dans la terre. Ils font juste être là. Alors, j'observe ça, puis j'essaie de mettre ça en pratique aussi dans mon quotidien. Voilà. Puis Jacques, de ton côté, comment ça se dessine? Est-ce que tu vas enseigner? Est-ce que tu enseignes? Je suis même plus certain. J'enseigne un petit peu, charge de cours, ouais. Autour de l'écriture, là, l'aide à l'écriture. Ouais. Je fais des choses super intéressantes avec une de mes collègues, Christiane Blazer, qui enseigne à Sherbrooke. Et puis, on donne des cours justement d'aide à l'écriture auprès d'étudiants qui ont des difficultés avec ce média-là. Puis là, c'est repris, ça, ou ça s'en vient? Ça reprend à l'automne. Là, ça avait été annulé au printemps, puis là, ça reprend à l'automne. Donc ça, j'ai du fun à faire ça. On a des belles surprises avec des gens qui sont pas habitués à écrire, qui même parfois ont vraiment un rapport un peu douloureux avec l'écriture, et puis qui là se lâchent et nous écrivent des textes très touchants. Wow. Donc ça, c'est vraiment, j'aime ça. Ah ouais. Producteur de liberté. C'est magnifique, ça. C'est ça. Et puis, pour l'instant, moi, je pense que j'ai comme une saturation après la thèse de doctorat. Je pense que ça fait un peu plus d'1 an, là, maintenant. Mais j'ai pas repris l'écriture pour l'instant. Puis, je me suis mis au travail du bois. Ça fait un truc, c'est un truc que j'avais fait quand j'étais très jeune. Puis, j'avais laissé tomber. Mais mes ciseaux à bois m'avaient jamais quitté. Je les trimballais toujours avec moi. J'ai trimballé pendant 30 ans sans y toucher. Puis là, je les ressors et je me mets au travail du bois. Ah, c'est donc bien cool, ça. Fait que tu me parlais avant le podcast que tu étais en train de faire du sablage, mais c'est plus que ça, là. Ouais, c'est un peu sculpture, puis j'ai un tour à bois, là, puis je me mets à faire des pièces avec ça, puis j'ai du fun. Alors, j'attends que le désir d'écriture me revienne, puis c'est ça, c'est très ouvert pour l'instant, là. Sans forcer les choses. Puis... Ouais. Moi, j'ai une question pour Jacques. D'abord, je veux te remercier, Patrick, parce que c'est une belle rencontre pour moi de rencontrer Jacques puis de te rencontrer ce midi. Je suis touché par ça. Puis, je voudrais savoir dans quelle région tu es, Jacques, parce que je voudrais savoir dans quelle région du Québec tu es installé. Moi, je suis près de Rimouski. Je suis à 15 km au sud de Rimouski. Donc, vers le Bic ou un peu avant plus dans l'arrière-pays, vers Saint-Narcisse, Sainte-Blandine, Saint-Narcisse. C'est vrai, tu m'as dit tantôt, ok, ça marche. Ah oui, Sainte-Blandine, ouais. Et puis moi, j'aimerais j'aimerais écouter tes séances de méditation. J'aimerais me joindre à vous parfois. Alors, est-ce que, Patrick, tu vas pouvoir nous donner, me faire suivre par Internet tout à l'heure? Ouais, OK. Parfait. Absolument. De toute façon, il va y avoir les liens, puis je vous mettrai en contact peut-être sur Messenger aussi, là, tous les deux, pour que vous puissiez échanger là, des trucs par la suite, si ça vous tente. Voilà. Ça sera avec plaisir. Moi, j'ai une question aussi pour toi, Martin. Oui. Qui me travaille depuis plusieurs années. Je t'en prie. Vas-y. On va la régler, celle-là. Oui, je peux plus tenir avec ça. C'est sur ton premier, sur Kiki Barbecue. Ouais. La chanson Somalian. Somalian, ouais. Ouais, c'est quoi cette langue? Somalian, j'avais loué un chalet et ça remonte un peu, là. J'ai loué un chalet et là, j'étais en train d'enregistrer cette pièce de musique-là, puis je voulais préciser la mélodie. La mélodie n'était pas encore précise dans ma tête. J'ai dit au technicien, je vais aller prendre une marche dans la forêt, puis après ça, juste pour trouver la mélodie, puis vraiment la sculpter comme il faut, là, la terminer. Alors, j'ai pris une marche dans la forêt, puis, attends un instant, il y a quelque chose. Ouais, tu as dû accrocher. Ouais, je m'excuse, je pensais que c'était... Bon, alors j'ai pris une marche dans la forêt, Jacques, et puis pour faire la musique, et avec de la phonétique, je suis revenu, puis j'ai dit au soundman, j'ai dit, parle le micro, je veux juste mémoriser la mélodie. Avec des sons phonétiques, je veux juste mémoriser la mélodie.
Alors, il a ouvert le micro et ce que j'ai enregistré à ce moment-là, c'est ce qui est resté sur l'album. Eh mon Dieu. Wow, C'est de c'est l'improvisation. donc cool. Elle est tellement belle, cette pièce. Ah, merci. Merci. Donc, Ouais. d'abord la mélodie chantée phonétiquement, puis après ça, on ajoute l'instrumentation. C'est ça qui est arrivé? J'avais déjà une partie de l'instrumentation Ok. de fait. Je voulais juste vraiment clouer la mélodie. Je voulais terminer la mélodie. Ouais. J'avais pas de texte encore d'écrit. Ah. Alors, Alors, j'ai quand... chanté ça, et puis d'un jet, et puis c'est ça qui est resté sur l'album. J'ai rien retouché. C'est exactement mon retour de forêt, ce que j'ai chanté là. Wow. Ah, c'est superbe. C'est superbe. Eh bien, un grand merci encore une fois à tous les deux. Ça a été vraiment, vraiment une superbe rencontre. Moi, ça nourrit tellement mes journées de faire ce projet-là. Là. Puis, ah oui, vraiment. Puis, je vous remercie beaucoup pour ce que ça apporte pour moi, puis pour, je pense, les auditeurs aussi. Là. Il y a beaucoup vraiment de contenu intéressant. Alors, merci à toi. C'est un beau projet que tu as, Patrick. Merci, Jacques. C'est fun. Merci aussi. Merci à Patrick d'avoir initié ça. Merci à toi, Martin, d'avoir accepté. C'est un bonheur pour moi de te rencontrer. Moi aussi. OK. Au revoir. À bientôt. Bye. À bientôt.